Université numérique et je vais animer ce webinaire avec mes 2 collègues qui vont se présenter. Vas-y Sonia. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Sonia, chargée de communication chez France Université Numérique et j'interviens ici en tant que modératrice. Je suis Hugo Fava, je suis chargé de projet chez France Université Numérique et je vais modérer avec Sonia ce webinaire. Nous avons comme intervenant aujourd'hui, monsieur Sébastien Lotz. Je vous laisse, vous présenter. Oui, donc Sébastien Latte, je suis professeur de sciences économiques à l'université Paris-Panthéon-Assas. Alors, à la droite de votre écran, vous avez un chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nos modérateurs seront là pour les relayer à l'oral. Et puis, sachez que la présentation est enregistrée du début à la fin. Donc, vous aurez accès, même après ce webinaire, à la rediffusion de cette présentation. Je vais laisser la parole à Monsieur Lotz et je vous souhaite un bon webinaire. Bien, merci. Donc bonjour. Donc ce webinaire, vous l'avez compris, il est consacré donc aux études de sciences économiques à l'université. Vous pouvez également visionner le MOOC qui s'appelle l'écho pour qui, pourquoi. Il y a dans ce MOOC plusieurs rubriques. Une présentation générale, il y a évidemment une présentation donc, des études de sciences économiques. Il y a également des témoignages concernant les différents métiers de l'économie. Et puis, il y a des rubriques. Donc, je vais revenir sur celle-ci dans quelques secondes. Mais il y a 3 grandes rubriques que je vais détailler à présent et qui sont davantage expliquées dans ce MOOC. Alors, ces 3 rubriques concernent les études donc, de sciences économiques à l'université en général, c'est-à-dire il y a une première rubrique concernant les matières fondamentales, donc celles qu'il faut maîtriser ou en tout cas qui vont être principalement enseignées à l'université. Ensuite, il y a des spécialisations ou des matières de spécialisation en économie qui généralement arrivent en fin de licence et essentiellement en master, puisque c'est à ce moment-là que vous devez faire des choix d'orientation. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelait les outils de l'économie. Donc, ce sont toutes les matières qui sont importantes aussi quand on fait des études d'économie, même si elles ne concernent pas l'économie en elle-même. Alors, pour la plupart d'entre vous, j'imagine, vous êtes lycéens. Donc, l'économie, ça peut être une nouvelle matière si vous n'en avez pas fait auparavant. Parfois, c'est une matière que vous reprenez si vous avez eu une initiation, par exemple, à l'économie et que vous décidez donc de vous réorienter à l'université dans cette discipline. Il faut savoir que même si vous n'avez pas fait d'économie auparavant, ce n'est pas un handicap puisque dès la première année, en fait, vous allez commencer à découvrir une nouvelle matière pour la plupart d'entre vous. Et même si vous l'avez en partie découverte auparavant, il est vrai qu'à l'université, on va davantage insister sur l'aspect historique, sur les courants, les grands courants de la pensée, sur les aspects théoriques, je vais y revenir également d'ici peu, et sur l'aspect très quantitatif, puisqu'on va le voir, il y a un certain nombre de matières quantitatives qui sont enseignées dès la licence. Alors, je vais commencer tout d'abord avec les matières fondamentales, puisque si on s'oriente à l'université, donc en sciences économiques ou sciences éco et gestion, généralement, on va suivre 2 matières. Ce sont les 2 matières donc principales ou fondamentales qui regroupent en fait les 2 branches de l'économie, c'est-à-dire d'un côté ce qu'on appelle la microéconomie et puis de l'autre côté de la macroéconomie. Donc dans tous les cursus, on retrouve cette distinction et il y a un certain nombre d'heures assez important consacrées donc à ces 2 branches. Alors la première branche, la microéconomie, elle va s'intéresser davantage aux choix individuels. Donc ça peut être par exemple des choix, les choix des agents, des choix par exemple de consommation, des choix d'épargne lorsque l'on perçoit par exemple un revenu. Mais il peut s'agir aussi de comprendre les choix que vont faire les entreprises en matière de production, en matière de distribution des salaires, des profits, etc. Et puis, habituellement, ce qu'on étudie essentiellement, ce sont
les différentes formes de marché, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la manière dont les prix et les quantités vont se former sur le marché, donc qui regroupe une offre et une demande, mais en tout cas, qui va se former compte tenu du nombre d'acteurs sur ce marché. Et donc, très souvent, pour simplifier, on va étudier des questions liées à la concurrence, par exemple, ou à des situations de monopole ou à des situations d'audiopole. Et donc, on essaie de comprendre comment ces situations vont avoir un impact sur la manière dont les prix vont se former et dont les quantités vendues ou en tout cas les quantités produites vont être déterminées. Et puis, on a donc la deuxième branche qui est la macroéconomie. Donc, cette fois-ci, on s'intéresse davantage à des variables agrégées. Donc, ce sont des variables dont on entend souvent parler, puisqu'il s'agit par exemple de, je sais pas, la croissance économique, la croissance du produit intérieur brut. Il s'agit des dépenses, par exemple, de consommation des ménages en général, de l'investissement des entreprises, de l'épargne privée, de l'épargne nationale. Et puis, surtout, en ce moment, on parle beaucoup de l'inflation, donc de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, par exemple, d'un semestre à un autre ou d'un trimestre à un autre, voire d'une année à l'autre. Et puis, dans cette branche, on s'intéresse aussi à des questions d'actualité, puisqu'on étudie les questions de politique économique qui sont importantes. Et ce qu'on essaie d'analyser, ce sont les effets de ces différentes politiques, que ce soit une politique budgétaire, une politique monétaire ou une politique fiscale. On essaie de voir comment, en jouant sur les recettes, sur les dépenses, sur les taux d'intérêt, par exemple, on va pouvoir affecter le comportement des différents acteurs dans l'économie. On a également, parallèlement à ces deux principales matières qui sont des matières d'économie, deux autres matières fondamentales qui sont d'une part les mathématiques et les statistiques et d'autre part la comptabilité et la gestion. Alors, si je reviens tout d'abord sur les mathématiques et les statistiques, il faut savoir qu'à l'université, ces deux matières sont quand même relativement importantes. Alors, à des degrés plus ou moins importants selon les universités, mais d'une manière générale, vous ne pouvez pas y échapper. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin, dans tous les cas, de formaliser les relations que je viens de décrire précédemment. Donc, quand j'ai évoqué les aspects microéconomiques et macroéconomiques. Et donc, vous allez de toute manière être amené à utiliser cet outil mathématique. Et puis, également, vous allez devoir analyser un certain nombre de données, des données qui sont fournies par des instituts, par exemple, tels que l'INSEE. Et donc, très souvent, on regarde l'évolution justement de ces données au cours du temps. Et on essaie aussi de les comprendre, de les analyser, d'où l'importance d'avoir un cours de statistique. Donc, ce sont deux matières qui sont importantes dans ce parcours de sciences économiques à l'université. Et puis, j'ai parlé de la comptabilité et de la gestion. Là aussi, ce qu'on cherche à faire habituellement, c'est à regrouper ou à classifier dans des comptes les différentes données, à la fois des données économiques ou bien ça peut être des données financières qui vont concerner soit les entreprises, et dans ce cas-là, on va faire de la comptabilité générale, ou alors il peut aussi s'agir de données qui concernent les données de la nation, et donc on fera dans ce cas-là de la comptabilité nationale. Donc, vous voyez que ces matières sont elles aussi enseignées à l'université de manière à pouvoir à la fois analyser des bilans, aussi bien des bilans d'entreprise, mais ça peut être aussi par la suite des bilans bancaires, et puis mieux comprendre justement comment sont liés les grands agrégats macroéconomiques à travers, par exemple, la comptabilité nationale. Voilà pour les principales matières, on va dire, fondamentales que l'on enseigne à l'université. Ensuite, donc, je passe à ces matières de spécialisation. Donc là, il s'agit davantage de choisir un parcours. Vous allez être amené à vous orienter dans un domaine de l'économie qui est un peu plus précis que celui que j'ai évoqué précédemment. Et l'objectif, c'est à chaque fois d'améliorer votre insertion professionnelle ou de garantir cette insertion professionnelle, puis de vous amener à vous spécialiser tout simplement dans un domaine précis.
Cette spécialisation, on la retrouve donc généralement à travers des parcours quand il s'agit par exemple de parcours de licence, donc c'est habituellement on va dire en fin de licence, en licence 3, que vous allez pouvoir déjà un peu vous orienter en choisissant un parcours, mais c'est essentiellement lors du passage en master que cette orientation va avoir beaucoup de sens puisque il y a un certain nombre de mentions de master. Ces mentions, eh bien, elles suivent une nomenclature nationale et donc vous allez devoir choisir eh bien, une de ces nomenclatures. Alors, je peux vous donner quelques exemples de nomenclature. Donc, par exemple, on peut faire un master en économétrie, un master en économie internationale, un master en économie sociale et solidaire, un master en monnaie, banque, finance, assurance. Ça peut être dans le domaine de la santé, de l'environnement. Bref, vous voyez qu'il y a un grand nombre de masters très spécialisés. Et au sein même de ces masters, parfois, dans certaines universités, vous avez une spécialisation qui se renforce puisque vous avez d'autres, enfin, ou en tout cas, vous avez des parcours qui vont s'insérer dans ces mentions de master. Donc, ça va être une spécialisation supplémentaire au sein déjà de cette spécialité dans laquelle eh bien, vous pouvez vous insérer. L'objectif, donc, je l'ai dit, c'est bien de choisir des matières qui vous intéressent peut-être davantage, ou en tout cas qui vont vous permettre de rentrer dans le monde de l'entreprise ou des institutions en ayant eh bien, une spécialisation qui est recherchée par celle-ci. Enfin, donc, parallèlement à ces matières de spécialisation, il y a d'autres matières qu'on a qualifiées d'outils de l'économiste. Alors, ces matières, c'est principalement l'informatique et l'anglais, ou les langues, mais surtout l'anglais. Alors, l'informatique, on ne vous demande pas d'en faire des études très approfondies, mais en tout cas, on souhaite que vous maîtrisiez cet outil jusqu'à un certain niveau. Et donc, vous allez être amené à la fois à apprendre un certain nombre de logiciels qui peuvent être bien indispensables justement pour traiter, par exemple, les données ou pour essayer de trouver des relations entre différentes variables. Et puis, vous allez aussi généralement faire de la programmation, alors à un niveau relativement basique, mais en tout cas, ce qu'on essaie généralement de faire, c'est de vous apprendre les principales notions de programmation pour que vous puissiez vous adapter eh bien, aux programmes qui peuvent être, par exemple, utilisés au sein d'entreprises ou au sein de cabinets. Et donc, il est nécessaire que vous puissiez vite vous adapter à ces outils. Et donc, c'est l'objectif de l'apprentissage de cette programmation. Concernant l'anglais, eh bien, c'est une langue qui aujourd'hui est indispensable, aussi bien pour les économistes, puisque c'est notre langue de travail, on va dire, quand on fait de la recherche, mais également pour vous, si vous souhaitez par la suite, plutôt que de faire de la recherche ou une carrière académique, si vous voulez vraiment vous insérer dans le monde de l'entreprise ou intégrer des institutions, eh bien, il est important de maîtriser cette langue dans la mesure où vous allez de toute manière être amené à devoir à un moment donné utiliser l'anglais pour, je ne sais pas, parler avec des fournisseurs, parler avec des collègues qui éventuellement sont à l'étranger parce que vous travaillez dans une grosse firme qui a des branches dans différents pays. Bref, vous voyez que c'est une langue qui est importante, quel que soit votre métier d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle très souvent, il y a un apprentissage qui est intégré dès le début de la licence, ou voire, si ce n'est pas le cas, eh bien, qui est de toute manière proposé comme une matière optionnelle, mais qui me semble totalement indispensable pour la suite. Alors parallèlement donc à ces études de sciences économiques, on va dire un peu standard, dans la mesure où là je parlais de la licence en général, n'oubliez pas aussi, mais ça c'est à vous d'aller voir sur Parcoursup ou d'aller voir directement sur le site des universités, n'oubliez pas qu'il y a d'autres types de cursus qui existent aussi dans le domaine toujours des sciences économiques. Mais ce sont par exemple les doubles cursus. Donc, vous pouvez faire un double cursus, par exemple, économie et droit ou économie et autre chose, selon ce qui est proposé. Mais ce sont donc des cursus qui sont beaucoup plus sélectifs,
beaucoup plus exigeant aussi et beaucoup plus difficile en termes de travail parce que même s'il y a déjà beaucoup de travail, là, vous en aurez encore plus dans la mesure où, à terme, vous êtes amené à bénéficier de 2 licences et non pas que d'une, ce qui est un avantage, mais ça demande évidemment un investissement en termes de travail important. Il y a aussi d'autres types de cursus qui sont sélectifs, c'est-à-dire que beaucoup d'universités ont créé des diplômes d'université en parallèle de la licence et ce sont des diplômes qui viennent en fait renforcer les différentes matières que vous étudiez au cours de cette licence. Donc, vous avez des heures supplémentaires qui vous sont proposées. Là encore, il y a une sélection qui se fait et l'objectif, c'est d'avoir un diplôme supplémentaire et de renforcer vos connaissances dans différents domaines et en particulier dans le domaine généralement qui vous intéresse le plus. Je crois donc que j'ai à peu près fait le tour des différentes questions. En tout cas, n'hésitez pas à consulter donc ce MOOC, à regarder les différentes rubriques. Il y aura probablement un certain nombre de réponses à vos questions. Mais l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est justement de pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Alors, je vois qu'il y en a déjà beaucoup qui ont posé des questions. On va essayer de regrouper celles-ci sous forme de thèmes et donc je vais y répondre à présent. Alors, je vais demander peut-être au modérateur de me faire part de ces différentes questions. Oui, Monsieur Lotz, on a plusieurs questions autour du thème des mathématiques. Noah, faut-il être très doué en maths et en stats? Conseillez-vous de conserver l'aspect maths et la spécialité Okay, oui. maths? Est-ce que le fait de ne pas avoir eu cours de maths en première et terminale nous ferme les portes de l'économie? Bref, inquiétude autour des mathématiques. Alors, oui, c'est souvent la question qui revient. C'est une question importante. Donc, n'oubliez pas que sur Parcoursup, vous avez pour chaque université des prérequis. Donc, il faut bien regarder quels sont les prérequis pour rentrer dans telle ou telle université. Ce ne sont pas forcément les mêmes. Chaque université est libre de choisir les matières qui lui semblent importantes compte tenu de son cursus, compte tenu des exigences aussi. Mais il est vrai que habituellement, on demande très souvent comme prérequis aux étudiants, enfin aux élèves, d'avoir fait préalablement des mathématiques tout au long donc de leurs années de lycée, c'est-à-dire aussi bien en première qu'en terminale. Et même si certains n'ont pas forcément suivi, on va dire, les mathématiques dans leur cursus habituel, on demande qu'ils aient au moins suivi le cours de mathématiques complémentaires, donc ça c'est en terminale. Donc ça c'est pour ceux qui n'auraient pas fait de mathématiques dans leur cursus, on va dire, principal. Ou bien des mathématiques expertes, mais là, vous avez c'est simplement un renforcement de votre cursus en mathématiques. Donc, c'est vrai que les mathématiques sont une matière importante, que c'est un handicap si vous n'en avez pas fait en arrivant à l'université. Alors, c'est un handicap dans le sens où vous allez avoir beaucoup de retard. C'est un handicap aussi pour être recruté, puisque si c'est un prérequis et que vous n'en avez pas fait, vous aurez évidemment plus de difficultés à être recruté dans l'université. Et ensuite, vous aurez plus de difficultés, oui, pour suivre les cours, même si il y a dans la plupart des universités une remise à niveau en début d'année, compte tenu de l'hétérogénéité des étudiants. Mais néanmoins, il faut quand même avoir un certain nombre de connaissances dans ce domaine. Donc, c'est vraiment, ce sont les mathématiques et les statistiques des matières quand même importantes qu'il faut suivre au lycée, ou en tout cas ne pas abandonner. Merci. Autre question de Maria. La licence AEI fait-elle partie de l'économie? Je crois que c'est administration et échanges internationaux, mais... Alors, je ne connais pas AE. Vous ne connaissez pas IAE? Je vois. Que pensez-vous? Alors, il y a une question... D'accord. Alors, je ne sais pas. AEI, je ne sais pas ce que c'est. Alors, généralement, je ne l'ai pas précisé non plus dans ma présentation, mais
Donc, il y a les licences, c'est soit une licence d'économie, soit une licence d'économie-gestion. Et puis parfois, il y a des licences de gestion. Alors, je vais clarifier un peu la situation. Donc, généralement, en économie, on a soit la licence d'économie, soit la licence économie-gestion. Mais fondamentalement, c'est une licence d'économie dans le sens où, pendant les 2 premières années, de toute manière, vous allez faire de l'économie, enfin, vous allez suivre un cursus standard d'une licence d'économie. Néanmoins, quand vous êtes dans une licence économie-gestion, généralement, on vous laisse la possibilité en L3, donc en 3e année de licence, de vous orienter davantage vers la gestion ou vers l'économie. Donc, soit vous continuez dans la licence d'économie avec une spécialisation selon le parcours que vous allez choisir. Donc, ça peut être différents parcours. Ça peut être un parcours plus monnaie-finance, peut être un parcours plus économie internationale, plus économie de l'entreprise, économie de l'environnement, bref. Voilà, vous avez ce parcours au sein de ces licences d'économie. Et puis, vous avez un parcours gestion. Donc là, vous orientez davantage vers une licence, on va dire, fin de licence de gestion. Ou alors, si vous rentrez directement en licence 1 de gestion, là, vous vous orientez vers des vraies études de gestion, même si, même dans ces cursus, il y a de toute manière de l'économie, des mathématiques, des statistiques, puisque ça va être quand même... Ce seront des matières qui seront importantes pour la suite également. En ce qui concerne donc la question, je ne connais pas, donc AEI. En revanche, les IAE, c'est encore différent puisque c'est un parcours qui est évidemment au sein des universités, mais qui est un parcours sélectif et qui est très spécialisé plutôt en gestion de l'entreprise. Donc, voilà, c'est encore une autre possibilité si vous souhaitez vous orienter dans ce domaine. Merci. Autre question de Florence. Quel débouché après une L3? Y a-t-il vraiment des métiers accessibles si on n'accède pas au master? Autrement dit, si on imagine un cycle court, faut-il privilégier BUT ou BTS? Il y a 3 questions en une. Oui. Alors, bon, c'est vrai que le degré d'exigence n'est pas le même. Dans les BTS, c'est un peu plus spécialisé. Vous orientez directement, effectivement, vers une insertion professionnelle en fin de 3e année. Il faut bien voir qu'à l'université, vous allez avoir peut-être un programme un peu plus théorique, entre guillemets. Mais l'idée, c'est évidemment de vous accompagner vers des études plus longues, et en particulier des études, une entrée en master, voire après une entrée en doctorat. Alors même sans parler du doctorat, qui est encore une étape supplémentaire, mais déjà, l'objectif, c'est quand même que vous puissiez rentrer en master et donc faire 5 années d'études. Dans la mesure où, depuis quelques années, il y a cette sélection qui s'opère maintenant à l'entrée du master, donc à la fin de la 3e année de licence, il est vrai qu'un certain nombre d'étudiants ne peuvent pas rentrer dans un master parce qu'ils n'ont pas trouvé de master, tout simplement parce que généralement, ils n'ont pas de résultats suffisamment bons en licence pour intégrer un master, et donc doivent travailler tout simplement s'ils n'ont pas la possibilité de faire d'autres études. Bon, l'idée, comme je l'ai dit, c'est néanmoins de vous préparer quand même à une insertion professionnelle à la fin des 3 années de licence. Et cette insertion, elle se fait grâce justement à cette spécialisation qui intervient. Alors, dans certaines universités, elle peut déjà intervenir, on va dire, en 1e ou 2e année à travers des choix d'options, par exemple, qui vous permettent de vous orienter à la marge. Mais généralement, elle s'opère en 3e année avec un parcours, une spécialisation qui est beaucoup plus prononcée et qui doit normalement vous donner suffisamment de compétences pour pouvoir directement soit faire un stage, soit commencer à travailler. Alors évidemment, ça dépend du domaine dans lequel vous souhaitez vous orienter. Il y a des domaines dans l'économie où c'est plus ou moins peut-être facile, au bout de 3 ans, de vous insérer dans le monde professionnel. Une question de Nelly, un peu dans le même ordre d'idées. Pour un cycle d'études court, quelle serait la meilleure option?
Disons que là, vous ne vous fermez aucune porte. C'est-à-dire que, alors je sais bien qu'il y a de plus en plus de passerelles, mais c'est très difficile, par exemple, si vous avez fait un BTS, de revenir à l'université parce que généralement, vous n'avez pas du tout suivi le même parcours. Vous n'avez pas, on va dire, le socle de connaissances indispensable pour pouvoir aller plus loin. Donc même si vous avez fait 3 années, ça va être difficile pour vous de réintégrer l'université en 4e et 5e année en master parce que justement, on considérera que, eh bien, vous n'avez pas suffisamment de connaissances pour bien réussir votre master. Donc vous pouvez parfois revenir à l'université, mais quelque part, vous perdez un peu de temps puisque, vous pouvez, par exemple, intégrer la licence, mais peut-être la 3e année de licence via, un transfert de dossier, via des équivalences. Mais bon, ça, c'est décidé par chaque université, hein. Il y a des commissions qui sont chargées de vérifier cette équivalence. Mais si, par exemple, vous n'avez pas suivi un certain nombre de matières qui sont considérées comme fondamentales, vous aurez peu de chances de réintégrer l'université. Donc il faut, si vraiment vous voulez faire des études longues, à mon avis, il faut aller à l'université. Si vous êtes sûr de ne pas vouloir faire des études longues, peut-être privilégier un autre type de parcours, des études courtes, effectivement, peut-être plus spécialisées vers le monde professionnel. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, c'est peut-être plus prudent d'aller à l'université. Comme ça, vous aurez le choix à l'issue de ces 3 années. Mais le degré d'exigence n'est pas le même aussi, hein. C'est pas le même contenu, c'est pas la même quantité de travail, j'imagine, à fournir aussi. C'est plus ou moins aussi facile de s'intégrer dans ces formations. Parfois, à l'université, vous êtes quand même très seul, dans le sens où il n'y a pas d'accompagnement vraiment individualisé, même si évidemment vous êtes en groupe, de travaux dirigés, etc. Mais ce n'est pas la même ambiance probablement que dans d'autres formations courtes où là, vous allez être en plus petit nombre, beaucoup plus encadré. Merci. Une autre question. Léa se pose la question des langues étrangères. Y a-t-il d'autres langues enseignées en option? Oui, alors très souvent dans les universités, vous avez beaucoup de langues qui sont enseignées de manière optionnelle. Donc, vous avez toujours la possibilité de poursuivre dès la première année, en fait, une 2e langue vivante, voire une 3e langue vivante, hein. Donc, après, il faut regarder quelles sont les langues qui sont enseignées. Mais généralement, bon, vous allez avoir évidemment l'anglais, l'allemand, l'espagnol, maintenant du chinois, du russe. Bon, toutes les universités ne proposent peut-être pas toutes les langues, mais le choix est quand même grand dans la majorité des universités. Donc ça, c'est évidemment une possibilité. Et comme je le disais, habituellement, l'anglais est une matière obligatoire, mais dans certaines universités, elle peut rester une matière optionnelle. Donc vous pouvez suivre 1 ou 2, voire 3 matières de manière optionnelle. Merci. Alors, excusez-moi, je Vas-y. complète simplement, mais il ne faut pas oublier que dans certains cursus, alors que ce soit essentiellement en master, très souvent, par exemple, l'anglais est une matière obligatoire. Donc vous voyez pourquoi c'est important de surtout de ne pas arrêter l'apprentissage de l'anglais en licence. Il est indispensable que vous continuiez l'anglais dans la mesure où si par exemple vous voulez faire un master, eh bien cette matière va être de toute manière obligatoire, elle va être intégrée directement dans votre cursus. Et parfois, vous avez même des certifications à passer avec un certain niveau d'anglais à atteindre. Et c'est de toute manière un bon signal pour montrer votre aptitude à pouvoir parler dans cette langue dès lors que vous postulez, par exemple, dans un stage en entreprise, que vous souhaitez directement signer un CDD ou un CDI. C'est quand même indispensable aujourd'hui, il me semble. Merci. Encore des questions sur les spécialités. Michaela demande à part les maths, quelle spécialité conseilleriez-vous? Alors les spécialités, je les connais pas très bien, j'avoue. Donc vous parlez, j'imagine, des spécialités au lycée. Bon, généralement, c'est vrai qu'il faut, enfin,
les étudiants qui s'orientent en économie, soit ils ont fait la spécialité plutôt mathématiques, physique, chimie, donc ce sont plutôt des disciplines scientifiques avec un aspect très quantitatif. Certains ont fait le choix de suivre une filière plutôt économie, histoire, politique, etc. Donc, eux peuvent aussi s'insérer. Maintenant, si vous avez choisi une spécialité plutôt littéraire, c'est vrai que vous allez avoir beaucoup plus de mal, ou en tout cas de grandes difficultés à poursuivre à l'université en économie. Sauf à vraiment rattraper votre retard. Mais bon, je pense que de toute manière, si déjà au lycée, vous êtes orienté vers ces matières qui sont quand même très différentes, c'est que vous ne comptiez pas poursuivre en économie à l'université à l'issue de la terminale. Mais c'est bien d'avoir une ouverture, hein, donc, mais il faut quand même garder, parce que je vois que c'est à nouveau, hein, c'est une question qui revient souvent, il faut quand même garder les mathématiques comme matière tout au long de vos années de lycée. Ça me semble important, en tout cas, pour bien démarrer justement votre année, pas prendre de retard ou pas vous trouver en difficulté et puis un peu perdre pied dès le début des mois d'université. Une question de Isha. Et si jamais nous avons déjà une certification en DNL, donc discipline non linguistique, anglais, quel est l'impact sur notre dossier universitaire? Alors là, j'avoue que je ne sais pas trop quel est l'impact. Ce qu'on regarde essentiellement, ou ce que vont regarder les universités, c'est l'ensemble de vos notes, hein. C'est ça qui va être fondamental, donc vos notes de première, vos notes de terminale. Après, je sais que vous devez rajouter un certain nombre de choses à votre dossier. Donc, toutes vos activités extrascolaires peuvent être importantes, votre lettre de motivation, etc. Voilà, après, j'avoue que je ne sais pas trop quel est l'impact que ça peut avoir dans le processus de sélection des universités. Bon, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faut vraiment regarder quels sont à la fois les prérequis et les conditions et les documents que vous devez intégrer à votre dossier quand vous postulez dans tel ou tel établissement. Chaque établissement a sa propre liste, donc vous devez l'étudier attentivement et voir si les éléments qui sont évoqués correspondent bien à votre situation. En tout cas, si vous êtes en capacité de fournir l'ensemble des documents qu'on vous demande. Et tout ce qui est extrascolaire ou qui peut être un plus pour vous, c'est toujours une bonne chose. Merci. Une nouvelle question de Léa. Pensez-vous qu'avec une double licence droit éco, il est quand même possible d'intégrer un master uniquement dirigé vers l'économie, notamment monnaie et finance? Avons-nous le bagage de connaissances nécessaires? Oui, alors si vous avez fait normalement un double cursus, donc rien n'est fermé. C'est-à-dire qu'avec ce double cursus, on considère que vous avez à la fois une licence d'économie et également une licence de droit, donc en tout cas l'équivalent des deux. Donc c'est toujours un plus pour vous et puis c'est un signe qui est plutôt encourageant pour les recruteurs puisque ça prouve que vous êtes capable de fournir un effort important et d'avoir ce double diplôme qui est toujours un plus pour vous, mais aussi pour nous et pour la suite de votre insertion professionnelle. Je ne pense pas qu'il y ait de portes qui soient fermées, sauf à avoir choisi une spécialisation, par exemple, lors de votre licence en économie qui ne correspondrait pas à la spécialisation de master que vous demandez. Bon, généralement, il y a une continuité, hein, c'est-à-dire qu'il y a une logique. Si vous commencez à vous spécialiser
en licence, il est logique que vous continuiez dans la même spécialisation en master. Donc, vous évoquez monnaie finance. Bon, bah, vous pouvez faire par exemple une double licence droit économie avec une spécialisation un peu plus finance ou monnaie ou banque dès la L3 et donc après poursuivre dans un master d'économie qui serait un master en monnaie finance. Ça pose pas un problème. Maintenant, si vous avez fait un choix totalement différent, rien ne garantit que vous allez être pris, mais c'est vrai pour tous les étudiants, hein. C'est-à-dire que même des étudiants qui n'auraient pas ce double cursus seraient dans la même situation, puisque ce qu'on regarde, c'est un peu votre parcours depuis la première à la troisième année, la cohérence et puis essentiellement vos résultats. Donc le fait d'avoir un double cursus, c'est pas du tout un handicap, au contraire, c'est plutôt un atout pour vous. Et c'est cohérent, enfin là, il y a une cohérence aussi, excusez-moi, je poursuis, il y a une cohérence. Si par exemple, je ne sais pas, vous voulez travailler dans les fusions-acquisitions, c'est vrai que c'est cohérent de faire un master d'économie dans le domaine de la monnaie, banque, finance, assurance, et d'avoir fait du droit, parce que vous avez probablement fait du droit bancaire, du droit financier, et donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir valoriser par la suite, puisque vous allez être capable à la fois, au sein d'une entreprise, par exemple, ça peut être dans un cabinet d'avocats, bien d'avoir cette double compétence, c'est-à-dire d'être à la fois qualifié en droit, être qualifié en économie, et donc de bien comprendre tous les rouages du problème auquel vous allez être confronté. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Merci. Il y a du mouvement sur le chat. Ça pose pas mal de questions. Pas forcément directement des questions de volume horaire. Quelles sont les heures par semaine de chaque matière? Je suppose que c'est compliqué de répondre. Je peux répondre. Alors, généralement, il y a à peu près 3 heures par semaine de chaque matière. Donc, les matières principales, c'est 3 heures par semaine. Et ensuite, vous avez des travaux dirigés, donc généralement qui sont associés à ces matières fondamentales. Donc, il y a toujours des travaux dirigés de macroéconomie, de microéconomie, de mathématiques, de statistiques. Donc, vous voyez, il y a 4 matières principales. 4 x 3, ça fait 12 heures. Plus les TD, c'est 1h30. Donc, 4 TD d'1h30. Donc, ça fait 6 heures en plus. Et il faut rajouter à tout ça, généralement, la langue, l'informatique, des cours d'informatique, des cours de comptabilité, des cours de gestion. Donc, vous avez, je ne sais pas, environ 25, j'imagine, au moins 25 heures par semaine de cours et TD. Donc, c'est quand même assez important. En sachant qu'après, vous avez évidemment du travail personnel à fournir dans chaque matière, aussi bien parce qu'il faut apprendre le cours, mais il faut aussi préparer les travaux dirigés, les exercices ou les devoirs, faire des recherches, etc., éventuellement des exposés. Donc oui, vous aurez des semaines assez chargées. Mais en termes de volume horaire à proprement parler, il faut compter environ 25 heures. Oui, alors en fait, Noah a précisé sa question ensuite. Je parle des matières que monsieur Lotz a déjà évoquées. Il me semble ne pas avoir entendu les heures par semaine de chaque matière dite. Je crois que vous avez évoqué 3 heures. Matière. 3 heures pour chaque matière fondamentale. Donc 3 heures en, par exemple, macroéconomie, 3 heures en microéconomie, 3 heures en mathématiques, 3 heures en statistiques. À peu près, c'est à peu près les volumes horaires. Pour les matières principales. Alors, encore des questions. Bérénice nous demande, y a-t-il des spécialisations licence-master au niveau européen, à votre connaissance? Alors, qu'est-ce que vous entendez par là au niveau européen? C'est-à-dire, est-ce que vous parlez de programme d'échange? Est-ce que vous parlez de licences qui seraient spécifiques avec un... Alors, je peux peut-être parler juste, parce que je pourrais un peu préciser la question, si vous pouvez. Vous avez la possibilité, quand vous êtes en licence, de partir, par exemple, de faire un semestre ou une année d'études à l'étranger via Erasmus. Donc, ces parcours d'échange entre universités européennes. Donc ça existe dans la plupart des universités. Alors, ce n'est pas automatique, parce qu'évidemment, il faut quand même maîtriser un minimum la langue du pays dans lequel vous voulez aller. Donc, vous allez passer un entretien, il va y avoir une sélection parce que très souvent, il y a plus de candidats que de postes qui sont offerts ou de programmes d'échange offerts. Néanmoins, donc, si vous y arrivez,
Il faut regarder aussi quels sont les programmes d'échange que chaque université a, parce que tous les pays ou toutes les destinations ne sont pas proposés dans toutes les universités. Mais si vous faites donc un programme d'échange dans le pays dans lequel vous souhaitez aller, dans ce cas-là, vous allez suivre un semestre ou un an à l'étranger. Vous allez suivre un certain nombre de cours là-bas. Et vous allez avoir en fait une équivalence, c'est-à-dire que les notes que vous obtiendrez à l'étranger, eh bien, elles seront retranscrites ici, enfin en France, au sein de votre université. Et donc, vous validerez ou pas, hein, mais l'objectif, c'est quand même de valider vos semestres ou votre année, de manière à pouvoir obtenir votre licence donc, dans l'université d'origine, même en ayant suivi des cours ailleurs, donc dans une université européenne. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, c'est une bonne expérience. Alors, évidemment, ça peut être difficile hein, parce qu'il y a le barrière de la langue, c'est aussi, vous n'avez pas forcément toujours la totalité des prérequis. Donc, mais bon, généralement, vous allez être encadré, épaulé, aidé pour choisir les matières qui sont le plus adaptées à votre situation et pour que vous puissiez suivre le plus facilement possible ces cours, ces contenus donc, de cours à l'étranger. Voilà donc pour ces programmes d'échange. Alors après, je ne sais pas si c'était la question. Alors, Bérénice a précisé sa question, mais c'était très intéressant ce détour parce qu'il y a peut-être des gens que ça peut intéresser, les études à l'étranger. Bérénice a précisé sa question. Elle parlait de cours axés sur l'économie européenne. Ah, bien sûr, oui. Alors, En licence et en master. d'accord. Oui, oui. Alors, comme je le disais aussi, quand vous êtes donc en licence, généralement, il y a parallèlement à ces matières que j'ai longuement évoquées, il y a quand même des cours supplémentaires, par exemple de macroéconomie ou de microéconomie, donc qui sont un peu plus spécialisés. Et donc, par exemple, vous pouvez avoir un cours d'économie européenne, donc très souvent dans la plupart des universités, pendant vos années de licence. De toute manière, vous allez suivre généralement des cours d'histoire de la pensée économique, vous voyez, en parallèle de ces matières principales. Vous allez suivre un cours d'économie européenne, vous allez suivre un cours d'économie internationale. Alors, parfois, c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix, mais parfois, ce sont aussi des options qui vous sont proposées. Voilà, donc vous allez suivre des cours, par exemple, d'économétrie, vous allez suivre des cours d'économie, parfois de l'entreprise. On peut vous proposer des cours de finance. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de cours, soit qui sont intégrés directement au parcours ou qui sont intégrés à la formation, soit qui sont proposés comme option au cours de cette formation. Mais d'une manière générale, quand vous arrivez en fin de licence, bon, la plupart des étudiants, hein, quelle que soit l'université dans laquelle ils ont fait leurs études, ont eu un cours d'économie européenne, ont eu un cours d'économie internationale, ont eu un cours d'économie de l'entreprise. Alors, certains auront peut-être fait un cours, par exemple, plus spécialisé d'économie de la santé, parce que dans une université, c'est un cours qui est proposé. Mais en revanche, d'autres n'auront jamais fait d'économie de la santé parce que c'est un cours qui n'est pas proposé dans leur université. Alors ça dépend beaucoup aussi des spécialisations des universités. Il faut regarder, hein, c'est pour ça qu'il faut être attentif aussi aux programmes qui sont proposés par chacune d'entre elles. Parce que ces spécialisations, elles dépendent fondamentalement des spécialités des enseignants-chercheurs au sein de ces universités. Donc, il est logique que toutes les spécialités ne soient pas proposées si, par exemple, aucun enseignant-chercheur n'est spécialisé dans un domaine donné. Voilà, donc on ne peut pas proposer l'intégralité des spécialités. Donc, certaines universités se sont spécialisées dans un domaine, d'autres dans un autre domaine, et puis les grandes universités, on va dire, sont plus ou moins spécialisées ou proposent plus ou moins le même type de cursus, ou en tout cas, il y a toujours un certain nombre de cursus que vous allez retrouver un peu partout. Donc voilà, après, il y a des cursus, ce sont des niches, donc c'est vrai que vous allez la trouver à un endroit et pas à un autre, mais vous allez trouver une autre spécialisation, là encore, peut-être dans votre université qu'il n'y aura pas ailleurs. Donc il faut regarder les programmes dans le détail en fonction de vos envies et puis surtout de la spécialisation que, a priori, vous comptez suivre tout au long de vos études, ou en tout cas que vous comptez suivre, pas forcément tout de suite, mais après. Merci.
Une question de Noah. Est-ce qu'avoir fait un stage à l'étranger est très bien vu, même si ce n'est pas forcément dans l'économie? Alors, vous parlez avant l'entrée à l'université, j'imagine? Si c'est avant l'université, bah, là encore, c'est toujours un plus. Maintenant, c'est pas un handicap de ne pas avoir, travaillé avant ou de ne pas être parti à l'étranger. Mais en revanche, pendant votre cursus, une fois que vous êtes rentré à l'université, c'est vrai que c'est bien de faire, peut-être des stages, aussi bien en France qu'à l'étranger. Ça vous permet un peu d'abord vous-même, de voir à quoi servent vos études finalement, de mieux comprendre aussi, le lien entre vos études et le fonctionnement des entreprises, d'avoir une certaine expérience, de mieux cerner aussi ce que vous souhaiteriez faire par la suite et donc peut-être, de guider votre choix en termes justement de spécialisation, que vous devriez, choisir. Donc voilà, c'est une bonne expérience, je pense, de faire un stage, pendant l'été. Alors, pas forcément à l'étranger. Après, c'est vrai que plus vous faites de stages et puis si vous avez cette expérience, étrangère, c'est un plus essentiellement, lors de votre dépôt de dossier pour une entrée en master. C'est là que l'on regarde davantage, ces expériences ou qu'elles sont, davantage, mises en avant, par les recruteurs au moment de leur choix. Oui, alors Noah, il précise que c'était pour accéder à l'université, donc c'était au niveau du lycée Bon, comme je l'ai ou dit, un peu voilà. avant l'université, voilà. C'est un élément que vous pouvez rajouter au dossier, mais c'est pas un élément qui va être fondamental dans la décision. Alors, une question de Léa. Y a-t-il une voie internationale pour certaines licences, des cours enseignés en anglais, par exemple? Alors je ne sais pas ce que c'est qu'une voie internationale réellement, alors c non, ce qui existe, oui, ce sont des formations donc, en anglais, on va dire, à des enseignements en anglais dans certaines universités. Alors pas forcément, dès la première année, mais c'est vrai que ça peut, exister davantage, par exemple, en 3e année, là encore de licence. Alors c'est peut-être ça, que vous avez en tête. Parfois, ça peut arriver même dès la 2e année. C'est-à-dire que de plus en plus d'universités, proposent, de faire des cours en anglais. Alors, il peut y avoir à la fois des cours en français et des cours en anglais. Donc vous suivez, tous ces cours, voilà, dans les 2 langues. Et parfois, eh bien, tous les cours, au contraire, deviennent des cours en anglais. Et vous avez la possibilité, alors soit c'est obligatoire, mais c'est rare parce que généralement dans les universités, on est obligé de vous proposer, un cursus en français, mais il peut y avoir une section, alors c'est peut-être ça que vous appelez la section européenne, c'est-à-dire un cursus proposé, alors qui va être là encore un cursus sélectif, hein, il va y avoir une sélection probablement à l'entrée, de ce cursus, avec un enseignement à 50-100% en langue anglaise. Voilà, donc ça, c'est un choix personnel. Bon, comme je l'ai dit, l'anglais, c'est important, donc c'est vrai que c'est une bonne chose à mon avis, de proposer, ce type d'enseignement. D'autant plus que, si les universités proposent ces enseignements en anglais, c'est essentiellement parce que dans le cadre du programme Erasmus, il y a, là encore, de nombreux étudiants européens qui viennent en France pour faire leurs études dans le cadre d'un programme d'échange ou éventuellement qui veulent faire leurs études dès la première année et qui ne parlent pas forcément français et pour qui, en tout cas, suivre un cursus en anglais, c'est de toute manière plus facile ou en tout cas plus adapté à leur situation. Donc, ces cursus, c'est aussi un bon moyen d'attirer ces étudiants Erasmus ou ces étudiants d'autres universités dans nos cursus en France. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, je regarde, il y a quelqu'un qui écrivait dans le chat, mais plus maintenant. On attend un peu, mais peut-être qu'on est arrivé au bout. Je crois que le webinaire est censé finir de toute manière d'ici 5 minutes, Mmh donc mh. s'il y a encore 1 ou 2 questions, on peut les prendre. Sinon, je propose qu'on s'arrête. On a dû faire le tour, mais vous avez toujours, la possibilité de toute manière, je crois, de poser des questions, par la suite.
On a des remerciements D'accord. pour vos réponses claires et argumentées. Bon, bah, écoutez, j'espère avoir été le plus clair possible et Oui. d'avoir à peu près répondu à toutes les questions. Simplement, donc, je vais conclure en redisant hein, aux élèves que c'est important vraiment de bien regarder donc à la fois les différents parcours qui sont proposés par les universités, donc de regarder un peu les spécialisations, hein, parce que là encore, je l'ai dit, chaque université ne propose pas forcément la même spécialité, en tout cas à l'issue de la licence, donc pour une entrée en master. Alors, ce n'est pas parce qu'on a commencé dans une université qu'on ne peut pas poursuivre dans une autre université, donc ce n'est pas très grave en soi, dans la mesure où vous pouvez commencer dans une université et puis vous rendre compte qu'en fait, votre spécialisation, elle n'est pas proposée dans l'université dans laquelle vous êtes, vous avez fini votre licence. Dans ce cas-là, vous allez devoir changer d'université, vous allez devoir postuler dans un master ailleurs, c'est-à-dire qui propose cette spécialité. Donc, ce n'est pas vraiment un handicap, mais voilà, si aujourd'hui, vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous avez un parcours bien précis, autant choisir une université qui, du début à la fin, va vous orienter vers cette spécialisation, en tout cas qui va vous former à cette entrée dans ce master spécialisé. Donc ça, c'est un point important. Donc, regardez bien les cursus qui sont proposés. Et puis, d'autre part, je vous l'ai dit, puisque vous devez bien faire vos choix sur Parcoursup, regardez bien les prérequis, hein, c'est important. Ils diffèrent d'une université à l'autre, là encore. Donc, les matières qui sont importantes pour une université ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres universités. Bon, même si, en règle générale, on retrouve quand même, hein, dans les grandes lignes, les mêmes matières, ou en tout cas les mêmes prérequis. Voilà, donc regardez bien cela de manière à ne pas vous tromper dans votre orientation. Hein, il est important que vous commenciez l'année universitaire dans de bonnes conditions, que vous ayez les connaissances nécessaires pour réussir et bien réussir vos années. C'est vrai que les années universitaires sont très différentes des années de lycée. La charge de travail n'est pas la même. Donc, il faut être tout de suite, eh bien, on va dire, il faut être prêt à pouvoir avancer vite et donc à ne pas devoir se remettre à niveau dès le début ou en tout cas à perdre pied assez vite. Alors, je crois qu'il y a une dernière question sur la charge de travail. Alors, comme je l'ai dit, vous voyez que vous avez déjà beaucoup d'heures de cours. Je dirais qu'en termes d'heures de travail, ça dépend beaucoup de chaque matière, mais vous avez bien, je ne sais pas moi, pour chaque matière, déjà en ce qui concerne par exemple la préparation des travaux dirigés, vous avez bien 1 à 2 heures de travail à peu près pour chaque TD. Si vous en avez 4, vous voyez, ça fait déjà 8 heures. Et puis, vous avez d'autres matières aussi à travailler. Donc il faut compter, je pense, au moins 2 jours de travail dans la semaine. Alors, vous voyez que si vous avez 25 heures de cours, on va dire 4 fois 7, 28, donc vous êtes entre 3 et 4 jours de cours. Voilà, il vous reste 1 journée et demie à 2 jours de travail supplémentaires. Donc, ça vous fait des semaines bien chargées. Alors, il y a encore une question. Il est plus facile d'accéder à un master en signant à l'université. Ah, alors, est-ce qu'il est plus facile d'accéder à un master dans l'université dans laquelle on a fait ses études de licence? Alors, pas forcément. Je dirais que c'est quand même plus facile parce que les enseignants de master connaissent connaissent les enseignements de leur université, connaissent généralement les étudiants, connaissent le niveau des étudiants, sont capables de comparer aussi les notes entre les différents étudiants. Donc, c'est toujours plus facile de bien évaluer les élèves, enfin les étudiants. Maintenant, si vous êtes un étudiant de l'université, mais que vous avez des notes très moyennes, ou de moins bonnes notes qu'un étudiant qui n'a pas fait ses études à l'université, mais qui postule, il est probable que l'étudiant qui a de meilleures notes soit recruté et pas vous. Donc voilà, donc tant que vos notes sont bonnes, je dirais oui, c'est plus facile quelque part d'intégrer ou de rester dans son université. Maintenant, si vous avez des notes moyennes, ça ne sera pas
n'auraient pas d'avantage par rapport aux étudiants qui viendraient de l'extérieur. Bien, j'imagine qu'on a terminé. Oui, on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Lotz, pour votre présentation et pour avoir pris le temps de répondre à chaque question sur le chat. Si vous avez encore d'autres questions, je vous invite à vous inscrire au MOOC. Le lien est dans le chat. À l'intérieur de celui-ci, vous trouverez un forum dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions et avoir plus d'informations. Merci encore à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.